Mais on est là, un bel bonsoir, un bel bonjour, ça dépend à quel moment notre cas venir nous, notre cas joindre nous. En tout cas, nous allons ici continuer à l'enseignement. L'année a commencé, démarrer d'Ardar, et bien nous allons essayer. Et aussi démarrer d'Ardar, et bien nous allons faire un genre de démarrage aussi. Puis c'est gênant, parce que nous allons bien voir qu'il faut qu'il y ait plusieurs étapes dans la vie. Et bien il y a une étape de démarrage. Il y a une première étape, et bien nous allons plutôt après-midi en l'état de là, c'est petit. Nous allons voir comment nous allons mesurer le développement, évaluer, accompagner. En tout cas, tout ça, nous pouvons faire les tout petits, puisque c'est tout petit, c'est l'avenir au pays. On dit salut à Hollande. Alors, je passe la parole à Josiane pour entamer, pour salut. Elle va commencer par elle-même. Alors, bonsoir à nous. Bonsoir à nous. À nous trois. Bonsoir. Et puis, qui ça m'a dit aujourd'hui? Je ne sais pas ça pour dire. Parce que nous, lorsqu'on parle de l'amour, il faut que nous trouvions un synonyme de l'amour. Parce que mon coco mouta là, pas qu'à convenir nous encore. Pas des galvaudés pour qu'on galvauder quand même. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Là. Ah bon. C'est dans le sens que, où c'est dit, nous pas définir ce qu'est l'amour. Ah. C'est ça, peut-être. Peut-être que amour là, amour là, je parler. Peut-être que c'est pas amour là et qui a expliqué amour là, transmettre là, moi pas ça. En tout cas, en attendant, je m'en trouvé un autre mot qui peut être plus explicite. Restons dans l'amour. Après, en anglais, love, pas ça, mais love. Love, c'est pas même bail là. C'est pas même bail là? Non. C'est pas dans ce sens-là, moi, qui dit ça. D'accord. Moi, qui dit ça dans le sens de l'amitié, dans le sens de la communication, dans le sens de l'acceptation de l'autre. Qui m'a dit nous accepter l'autre là? Qui ça nous l'est? Et puis, qui ça nous a. Parce que si nous accepter l'autre là, qui m'ont dit, nous avons pensé que si nous acceptons l'autre là, c'est nous qui est de la paix intérieure. C'est ça, déjà, c'est mon souhait, la paix intérieure de nos enfants. Et qui m'ont dit, nous avons amené à cette paix intérieure. Parce que les gens avant qui partaient aller en faculté, c'est ça qui m'a dit pour te faire, mais pas toujours peut-être bien fait, mais il a fait quand il était peu. Mais il a toujours dit que la vie, c'est pas tant bon tout le monde. Alors ça veut dire que il faut que nous réfléchissions, et puis point, et puis des pincettes, et puis chercher, pas chercher en disant nous, mais chercher aussi, et puis d'autres. Parce que nous passons dans la terre, nous pas des Robinson, plus ou moins. Nous allons vivre, et puis d'autres nous, et nous allons vivre et puis des animaux, nous allons vivre puis dans la nature, et puis moi, je dit l'autre jour ça. On m'a donné la parole, je parle. Nous allons vivre et puis ses pieds bois, nous allons vivre et puis la lune, nous allons vivre et puis le soleil, nous allons vivre et puis le temps. Et puis nous allons observer tout ça. Et puis nous allons comprendre ça. Et puis nous allons transmettre paix à nous à cette maman. Et surtout, les pour qu'on comprenne rien. D'après nous? Non. Le mot qu'a dit pour qu'on comprenne rien. L'autre a dit, pas ça moi. L'autre a dit on a désobéi. Qui c'est qu'à comprendre? Non, d'accord. Non, pas ça, moi. Si tu dis un petit moment, tu désobéis, tu ne m'obéis pas, c'est qu'à comprendre. Tu comprends la bagaille? Si tu dis ne va pas près du feu, tu vas te brûler, qui c'est qu'à comprendre? Au contraire. Il y a qu'à aller parce que du feu à belle, hein. Tu flammes là, tu lumière, est content. Alors, c'est à nous de savoir qui nous a amené à comprendre ça. Et puis à pas aller vers le danger.
Bon, je me tais, je laisse la parole à d'autres. Ben, oui. Donc, on peut parler de l'amour, de l'apaisement, du respect. Du respect. Voilà, ah ouais, nous manquons ça. En conclusion de tout ça, c'est le respect. Ah ouais, nous manquons ça. Alors, Karine, comment... Eh bien, bonsoir à tous. Heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Pour aller dans le même sens que Josiane concernant l'amour, j'aimerais que nous abordions ensemble les besoins. Quels sont réellement les besoins de l'enfant et puis les besoins aussi des parents. Ce serait bien qu'on aborde cette thématique. Je pense que lorsqu'on est amené à éduquer ses enfants, c'est important de connaître déjà quels sont les besoins de l'enfant. Et je dirais que l'enfant a besoin d'amour, a besoin d'attention, il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il est et de ce qu'il représente. Il a besoin aussi d'attention. Il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on soit à son écoute. Et il a besoin d'être entendu, d'être compris. Il a besoin aussi d'avoir des limites constructives, cohérentes et constantes, qui ne vacillent pas. Donc voilà l'ensemble des besoins que l'enfant a. Après, nous avons aussi les besoins des adultes, des parents. Alors, les parents, le meilleur moyen pour un parent de mener à bien son éducation, c'est qu'il puisse trouver un équilibre entre ses propres besoins et aussi les besoins de son enfant. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important de prendre en compte cette dimension, dans le sens où un parent qui n'arrivera pas à répondre à ses propres besoins aura beaucoup plus de difficultés à répondre aux besoins de ses enfants, à être attentif aux besoins de ses enfants. Donc c'est pour ça qu'il est important que le parent ait un certain équilibre en soi et cherche à répondre aussi à ses besoins. C'est-à-dire quand un parent a un manque de sommeil, par exemple, il sera beaucoup moins patient et disponible par rapport à son enfant. Donc, il doit veiller à son sommeil, à se reposer. Donc ça, c'est une certaine discipline aussi à avoir parce que parfois, vous avez certains parents qui vont se dire « je profite que mon enfant dorme pour faire ci, pour faire ça, pour faire toutes mes occupations. » Et parfois, ça peut mener à je me couche tard. Et du coup, c'est pas évident de rattraper ce... Et après, l'enfant se réveille, donc... Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire, faut essayer d'être raisonnable par rapport à ça et se dire, mon enfant, il se couche à 20h, par exemple, pourquoi pas me coucher en même temps que lui et puis, parce que je serais beaucoup plus à même de pouvoir, si l'enfant se réveille pendant la nuit ou si l'enfant est demandeur durant la nuit, au moins, par exemple, si l'enfant se lève à 11h, à 23h, si je me suis couchée à 8h et que j'ai déjà dormi depuis jusqu'à 23h, c'est déjà pas mal. Finalement, je serais déjà peut-être plus à même de répondre aux besoins de mon enfant. Donc, c'est pareil. Il y a aussi l'idée que les parents ont aussi besoin d'avoir des temps pour eux sans leurs enfants. Alors, comme je dis, il faut trouver un équilibre. On ne demande pas que vous passiez tout votre temps sans vos enfants, mais le parent a besoin d'avoir des temps pour lui, des temps pour aller s'aérer, pour s'oxygéner, pour voir autre chose que son enfant, c'est-à-dire rencontrer du monde, avoir peut-être un cercle amical ou familial que je vais voir pour aller me détendre et voir autre chose, pour pouvoir aussi parler de ses difficultés au quotidien. Le fait d'avoir ce moment de soupape permet de revenir auprès de son enfant de manière plus... dans un esprit peut-être plus dédramatisé, c'est-à-dire se dire « Ok,
c'est difficile pour moi, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi et que le fait d'en avoir parlé, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair et de revenir auprès de mon enfant un petit peu plus détendu et plus à même et plus à l'écoute. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important aussi dans la relation entre parents et enfants, c'est d'accorder des temps de qualité avec ses enfants. Ça, c'est important parce que c'est vraiment contradictoire. Il y a des parents qui pensent que c'est en confiant son enfant à d'autres personnes et en se, entre guillemets, débarrassant de son enfant que le parent va avoir la paix. Oui, il aura peut-être une paix momentanée puisqu'il ne sera pas avec son enfant, mais au retour, lorsque l'enfant sent que l'on se débarrasse de lui, que c'est un poids pour le parent, l'enfant le ressent et bien entendu, au niveau de son comportement, il va avoir des répercussions. Donc, quand je dis que plus vous allez passer du temps avec vos enfants de qualité, plus vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Parce que l'enfant, vous serez en mesure d'expliquer à l'enfant, là c'est un temps pour moi, donc tu peux aller jouer, mais moins vous allez avoir du temps de qualité, vous allez passer de temps de qualité avec vos enfants, et moins ça sera facile pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire un temps privilégié avec son enfant. C'est-à-dire, je suis vraiment là avec lui, je passe du temps avec lui, je suis à son écoute, je joue avec lui, je prends le temps de l'écouter, de l'entendre, de l'observer, de le comprendre. C'est ça des temps de qualité avec eux. Pour le développement et de socialisation. Voilà, et puis ça privilégie la relation. La relation. Parce que plus vous allez passer ces temps-là avec votre enfant, et plus quand vous allez lui demander quelque chose, l'enfant sera à votre écoute. C'est vraiment, c'est un tout en fait. En fait, c'est un tout. Plus vous allez avoir des temps où vous allez être à son écoute, où vous allez lui parler, vous allez l'écouter, vous allez le comprendre, vous allez... Et aussi, l'enfant va comprendre. Et oui, voilà. Et plus vous aussi, vous allez parler de vous à votre enfant, de comment vous vous sentez. Plus il y aura cette relation-là d'échange avec votre enfant. Et plus au quotidien, ça sera beaucoup plus facile. Parce que l'enfant, il aura compris un certain nombre de choses. Par exemple, pendant ces temps-là, vous pouvez dire, tu sais, maman, parfois elle est fatiguée, parfois elle n'est pas toujours disponible parce que le travail est difficile, parce que ceci... Alors, plus vous aurez ces temps-là, et plus ça sera facile dans votre quotidien, en fait. Ça veut dire que tu faut arrêter les tablettes, alors? Les tablettes, les téléphones, les télés, parce que En fait, oui, parce que... C'est ça qui vous flotte maintenant. Oui, c'est vrai, parce que quand vous êtes sur votre téléphone et que votre enfant est là, il essaye de vous parler, il essaye d'attirer votre attention, TikTok. ou qui va sauter, courir partout et profiter pour faire des bêtises. Mais pourquoi cet enfant-là fait des bêtises ? Parce qu'il n'a pas toute votre attention. Et le fait de faire des bêtises, là, il aura votre attention. Malheureusement, c'est dans le mauvais sens, mais il aura votre attention. Et il peut se mettre en danger aussi. Et il peut se mettre en danger aussi. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ce téléphone portable, parfois, nous n'arrivons pas, vous avez certains adultes qui n'arrivent pas à faire la distinction de que quand je suis avec mon enfant, ce téléphone, je ne peux pas rester des heures et des heures au téléphone avec des amis ou peu importe, alors que j'ai mon enfant là et que je dois... ou je ne peux pas rester des heures à regarder, à scroller des vidéos, alors que j'ai mon enfant à m'occuper et mon enfant est là à côté de moi. C'est comme s'il n'était pas là, en fait. Donc, à un moment donné, il faut aussi apprendre à se remettre en question, hein, parce que lorsque un enfant a un comportement plutôt pénible, entre guillemets, c'est qu'il y a une alerte, c'est qu'il il exprime quelque chose. Il a un besoin qui n'est pas satisfait. Il a un besoin qui n'est pas satisfait. Il exprime quelque chose. Donc, je pense qu'en tant que parents, nous devons être vigilants par rapport à ça. Avoir une vigilance par rapport à ça. Absolument. Et se dire, à un moment donné, parce que parfois on est là, on cherche toutes les solutions extérieures pour son enfant,
Pour son enfant, mon alors- enfant a besoin d'un psychologue, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin ceci, mais on ne se pose pas à un moment donné pour observer son propre comportement en tant que parent, en tant qu'adulte. Il a besoin de moi. On a oublié ça. Voilà. Oui, il a besoin. Tu as parlé du monde extérieur. Oui. Moi, du parent. Mais il a besoin de moi. Oui. Moi, quand je dis moi, Oui. le parent, Oui, oui. le père ou la mère, Oui. il a besoin de moi. Oui, donc au lieu de se dire mon enfant saute partout, court partout, on commence à mettre des diagnostics, il est hyperactif, mais observez votre comportement. J'observe mon comportement en tant que parent. Comment je me comporte? Quelle est mon attitude au quotidien? Comment je parle? Comment je m'adresse aux autres? Comment je m'adresse à mon enfant? Est-ce que je suis tout le temps en train de courir? Est-ce que je prends le temps de me poser 5 minutes? Mon enfant reflète aussi, et beaucoup, mon attitude. Donc, au lieu de se dire « mon enfant fait ci, mon enfant fait ça », j'observe déjà mon attitude, mon comportement vis-à-vis de mon enfant et dans la vie de tous les jours. Pour lui se poser la question, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça? Voilà, Et c'est ça. Puis, se mettre aussi dans la cause. Hein. Mais bien sûr. On peut être aussi la cause de De pas ce de comportement. dysfonctionnement, mais en tout cas de l'absence de les besoins qui n'ont pas été satisfaits aussi. Oui, parce que, comme je dis, un enfant apprend, à 90%, un enfant apprend selon ce qu'il voit, selon ce qu'il ressent, selon son environnement proche. C'est du mimétisme. Hein, Il est imprégné de ça. Donc, le comportement de l'adulte est essentiel. La façon dont je me comporte, la façon dont je m'adresse à l'enfant, la façon dont je lui parle, a un impact considérable sur son développement et sur son évolution. Donc vraiment, nous devons, et puis aussi, cesser d'avoir cette attitude de dominant-dominé par rapport à l'enfant. Nous avons tendance à penser que parce que nous sommes des adultes, nous devons avoir une posture de dominant et parfois aussi, nous nous permettons de parler à un enfant comme nous ne parlerons pas à un adulte, à quelqu'un. Parfois, nous nous permettons certaines attitudes avec des enfants parce que ce sont des enfants. Alors que si une autre personne s'adresserait à soi comme ça, on ne l'accepterait pas. Et pire, des fois, avec les enfants des autres. Aussi. On n'a pas la même attitude avec. Aussi. On a plus de respect parfois, je vois des fois, avec les enfants des autres que les siens. Donc, Ça peut arriver aussi. C'est paradoxal, quoi. Il faut Tout à fait. Il faut respecter l'enfant. Voilà, en fait. Comme une personne, quelle qu'il soit. Exactement. Et puis aussi avoir cette conscience que l'enfant est en apprentissage et qu'il a une immaturité au niveau de son cerveau. Parce que Ça, c'est important. parfois, les adultes prêtent des intentions d'adultes au niveau de l'enfant. Ah, ça, on le voit souvent. C'est-à-dire, on le système pense que éducatif l'enfant pense comme ça. C'est Pense délibéré. que l'enfant agit de façon délibérée, que l'enfant agit de façon provocatrice, que l'enfant agit, mais lorsque l'enfant agit d'une telle ou telle manière, c'est comme tu disais, c'est parce qu'il a un besoin, lui, qui n'est pas satisfait, ou parce qu'il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être compris aussi, d'être compris. Parce qu'un enfant qui est blessé, qui vit une situation, ça aussi c'est important de le dire, qui vit une situation traumatisante, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui vivent des situations traumatisantes et on ne le sait pas forcément, et leur seul moyen de l'exprimer, c'est par de la colère, c'est par un comportement agressif, entre guillemets, parce que l'enfant ne se sent pas compris, ne se sent pas entendu. Ou l'inverse aussi, pas un comportement éteint aussi. Hein. Éteint aussi, ça Donc, peut être ça aussi, ça peut être le contraire aussi. L'exclusion, il s'auto-exclut de tout. Quoi. Exactement, tout à fait. Oui, il manifeste. Il manifeste. Il manifeste Son mal-être, désarroi, son mal-être. son angoisse. De telle ou telle manière. telle ou telle voilà. manière. Soit effectivement, il va se renfermer sur lui-même, Voilà. il va se mettre en silence
il y a même des enfants aussi qui perdent la parole. Vous avez des enfants, ils vivent tellement des traumatismes forts et vraiment puissants qu'ils en perdent la parole, ils ne parlent plus. Ils ne mangent plus. De toute façon, à partir du moment que les besoins essentiels sont touchés, c'est qu'il y a problème. Donc les besoins essentiels, c'est le jeu. Un enfant qui ne joue pas, c'est qu'il y a un problème. Un enfant qui a des problèmes au niveau du sommeil, c'est qu'il y a quelque chose qui est à revoir ou à réfléchir, à se dire qu'est-ce qui se passe. Un enfant qui a des problèmes effectivement au niveau de l'alimentation, c'est qu'il y a peut-être quelque chose aussi à revoir. Donc, un enfant qui ne s'exprime pas, qui ne sourit pas, qui est complètement éteint, c'est qu'il y a quelque chose effectivement à observer et à se poser des questions, à s'interroger sur cette attitude. Donc, et le fait aussi d'être vigilant à ne pas insister pour savoir, à s'énerver, à se dire ah mais qu'est-ce qui t'arrive, je comprends pas. Au contraire, quand vous voyez que votre enfant justement a ce comportement-là qui est inhabituel, le fait d'avoir une attitude insistante et inquisitive, du coup, ça bloque. Au contraire, montrer que vous êtes là pour votre enfant, que qu'il peut vous faire confiance, qu'il peut se confier à vous et que vous ne serez jamais là pour le juger en fait, mais que vous êtes là pour l'aider. L'enfant doit pouvoir comprendre ça, parce qu'un enfant, plus vous allez braquer l'enfant, plus vous êtes là à insister, plus l'enfant risque de se braquer et de se refermer sur lui-même et de ne pas vouloir s'exprimer. Donc vraiment, nous devons vraiment trouver un équilibre en tant que parents, comme je disais, entre répondre aux besoins de l'enfant et répondre bien sûr aussi à ses propres besoins en tant que parents. Mais vraiment trouver un équilibre entre les deux pour que vraiment ça s'aligne en fait, qu'il y ait un alignement et qu'il y ait une belle relation et qu'on arrive à avoir une éducation épanouie. Et c'est cet équilibre qui va permettre à l'enfant de se construire. Tout à fait, oui. Ça c'est important qu'il se construise, qu'il s'identifie d'abord à nous, mais au fur et à mesure, à lui-même. Ils deviennent autonomes. Tout à fait. Voilà. Puisqu'elle ne peut pas rester une éternité à dépendre. Oui. À un moment donné, il faut que nous lui permettions aussi de décider, de faire des choses. Oui. Bon, qu'on le laisse tranquille aussi de temps en temps, tout en l'observant. Alors ça, c'est très important ce que tu viens de dire. Et puis, il faudrait qu'on parle aussi des âges. Oui. Ça, c'est important. Oui. Comment l'enfant réagit quand il est tout petit, il est bébé, comme tu veux. Et là où c'est difficile pour nous, c'est quand il a 2 ou 3 ans. Alors, justement, là, c'est compliqué. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'un enfant de 2-3 ans n'a pas encore la faculté de gérer ses émotions. Voilà. Ça, c'est important. Il n'a pas, dans son esprit, comme je parlais tout à l'heure, il y a une immaturité. C'est-à-dire que son cerveau n'a pas encore cette capacité-là de gérer ses émotions. Quoi qu'il est le centre du monde. Oui, alors il y a déjà ça. C'est très bien que tu parles de ça. Déjà, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de parents qui disent « Ah, je ne comprends pas, il ne partage pas, il veut tout pour lui. » Alors, il faut que vous sachiez, je suis d'accord que nous sommes là pour apprendre à l'enfant à partager. Ça, c'est vrai. Mais il faut y aller de façon progressive. L'enfant de 2 ans n'a pas encore conscience de lui-même. L'enfant de 2 ans n'a pas cette conscience-là que lui est une personne et que l'autre est une autre personne qui a des besoins.
L'enfant de 2 ans est centré sur lui-même. C'est-à-dire que pour lui, il y a uniquement ses propres besoins. Déjà, il n'a même pas encore conscience de ses propres besoins. Mais oui, c'est ça. Déjà, il ne sait même pas qui il est, il ne sait même pas qui il est, il ne sait même pas... Donc, tout ça pour vous dire qu'un enfant de 2 ans, quand il va prendre le jeu d'un autre enfant, ce n'est pas dans l'intention d'embêter l'autre. Voilà. Ce n'est pas dans l'intention d'embêter l'autre, ce n'est pas dans l'intention d'être mauvais, ce n'est pas dans l'intention de ne pas vouloir partager. Il n'est pas du tout dans cette idée-là. Un enfant, bien souvent, quand il va prendre le jouet dans les mains d'un compère, quand il va prendre ce jeu-là, lui, son objectif, c'est... Il voit l'autre jouer avec. Il se dit « Ah, il a l'air de bien s'amuser avec ce jeu. J'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de vivre la même chose. » Parce que vous allez laisser le jouet là, l'enfant ne va pas... Il va pas le prendre. Parce que il n'y a pas de concurrence. Non, c'est parce que le jeu est inanimé. Il n'a pas d'intérêt. Mais quand il voit que l'autre a un intérêt pour le jeu, il a envie de vivre la même chose. Il se dit « Waouh, il est en train de jouer avec, ça a un bel intérêt. » Et il voit le sourire qu'il y a chez l'autre avec sa satisfaction de pouvoir jouer avec ce jeu-là. Et tu peux lui proposer un jeu identique, oui, mais il voudra quand même l'autre. Non, mais attends. Alors justement, quand il fait ça, ce n'est pas pour faire du mal à l'autre, c'est pour prendre le jeu et vivre la même chose. Parce que l'enfant grandit par imitation. C'est-à-dire que c'est en voyant les autres faire que lui voudra revivre les mêmes choses et qui va grandir par l'imitation. Donc, ce qu'on peut expliquer à l'enfant, au lieu de lui dire « tu es méchant », tu ne prêtes pas, je ne comprends pas, je ne t'ai pas éduqué comme ça, parce que c'est ce qu'on entend. Je ne t'ai pas éduqué comme ça, je ne comprends pas, tu ne peux pas faire ça comme ça. Et parfois, c'est plus du coup l'adulte qui est outré par le comportement de l'enfant, parce que pour lui, c'est comme si il remet en cause son éducation, comme si lui, il a mal élevé son enfant et qu'il n'a pas ces valeurs-là. Lui, il est dans le partage, c'est un parent qui est dans le partage et tout. Mais l'enfant, il ne comprend pas encore ça. Donc la seule chose que vous pouvez dire à l'enfant, vous lui expliquez. Vous lui dites, mais non, c'est un tel qui joue avec. Vous lui dites gentiment et vous lui dites, je ne peux pas... Alors, soit vous invitez l'enfant à lui remettre ou à partager. S'il ne veut pas lui remettre, vous récupérez le jeu dans les mains de l'enfant et vous le remettez à l'autre. Alors, bien sûr que l'enfant va peut-être pas l'accepter, il va peut-être faire une crise, il va peut-être se mettre par terre, il va peut-être avoir une réaction normale. Mais c'est tout à fait normal, parce que l'enfant ne comprend pas encore la frustration. Donc, tout l'intérêt... Ça va l'aider à comprendre. Exactement. Donc, c'est soit aussi, vous pouvez aussi, si vous voulez éviter ce genre de réaction, lui proposer un autre jeu ou détourner son attention sur autre chose. Il y a cette possibilité-là. Mais si vous voyez qu'il y a cette frustration-là, eh bien, vous le laissez faire sa crise. Il n'y a pas le choix parce qu'il va apprendre. Vous le laissez faire et après, soyez là pour le récupérer et lui expliquer calmement les choses. Mais le fait de s'énerver et de lui dire non, vous devez laisser l'enfant exprimer ses émotions. Ça, c'est important. Parce que le fait de dire... vous savez, à l'ancienne, là, je ne sais plus comment... Pas aussi gentiment. Oui, voilà, exactement. Donc, quand on a... tu vois déjà ce que je veux dire, Josiane. Si vous empêchez l'enfant d'exprimer ses émotions, ça veut dire que ça va devenir cet enfant-là deviendra un adulte qui n'aura pas pour habitude d'exprimer ses émotions et qui sera enfermé sur lui et qui ne saura pas s'exprimer et dire ce qu'il ressent et comment il ressent. Après, c'est à vous, en tant qu'adulte, quand l'enfant, de nommer
de nommer l'émotion que l'enfant exprime. C'est-à-dire, oui, je vois bien que tu es en colère. Oui. Je vois bien que tu es en colère. Ça va passer. Je vois bien que tu es en colère, mais c'est comme ça, en fait. C'est comme la ça. notion de propriété, il faut qu'il l'admette. Exactement. Et ça va passer. Et puis lui aussi, ça va l'aider à développer son autonomie, son imagination. Voilà. Et bien pour éviter pour apaiser sa frustration, il va chercher un autre joie pour jouer. Exactement, tout à fait. Il va apprendre qu'il ne peut pas arriver là, prendre le jouet du copain et puis se l'approprier. Mais ça, c'est avec le temps. C'est avec le temps, c'est de façon progressive. Donc nous devons accepter que, effectivement, vous avez des enfants de 2 ans, tout est crise. Vous verrez que tout est prétexte à crise. C'est-à-dire, l'enfant, par exemple, ne va pas réussir à mettre ses chaussures. Il va se mettre à crier, il va perdre patience, il va se mettre à pleurer, il va balancer la chaussure. L'enfant ne va pas réussir à faire, je sais pas, peu importe. Tout va être je pleure, je pleure, je pleure. Parce que l'enfant découvre la frustration, découvre qu'il ne peut pas réussir d'un coup à faire les choses, qu'il faut de la patience, qu'il faut attendre, Enfin, tout ça, il ne connaît pas. Tout ça, c'est nouveau pour lui. Mais il a besoin d'adultes qui soient capables de gérer ses propres émotions et qui soient capables de l'accompagner. Et de l'aider à gérer, lui, ses propres émotions. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est dans la communication. Exactement. Et ça, c'est dans... Comment je vais expliquer ça? Dans la paix, dans la tranquillité. Voilà. Parce que souvent... J'ai connu ça aussi. On s'énerve, on n'est pas content, on se met en colère, et puis l'enfant, lui, il crie, et puis après, on lui fout des tapes parce qu'il emmerde les gens. C'est ça. Non. C'est ça. Nous devons, comme tu dis, nous occuper de nous, de notre monde intérieur. Je sais que c'est fatigant. Je sais tout ça. Mais on ne peut pas continuer à fonctionner avec son enfant dans la violence. Parce que la violence appelle la violence. Ce qu'on aura fait de lui tout petit, eh bien, il va le transmettre, il va l'utiliser plus tard. Alors oui, c'est là tout pas le danger, mais il faut être prudent. Soit il va devenir un rebelle ou un soumis. C'est-à-dire, si cette partie-là est mal gérée, mal organisée, mal prise en compte, ça, l'enfant, il peut devenir un rebelle ou un soumis. Donc, ça veut dire qu'il sera quelqu'un qui ne sera pas forcément équilibré. Donc, il faut qu'on soit véatif. Oui, mais je vais te rappeler. Pour permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions. Oui, ça, c'est important. Il faut le laisser. Et peut-être le parent aussi ne doit pas non plus trop interférer, trop agir trop tôt. C'est-à-dire, si l'enfant, il faut laisser un petit peu le temps passer, que l'enfant commence à découvrir, et puis le parent intervient après. Mais si, à la moindre alerte, le parent intervient, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire qu'il faut que le parent donne... Il faut trouver un équilibre. Un équilibre, voilà, observer. Oui, parce que, vous savez, si je suis parent et que parce que ça arrive aussi, que des parents réagissent comme ça parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment réagir. Parce que c'est vrai que ça interpelle de voir un enfant à chaque fois, à la moindre chose... et se met en crise. Et c'est pour ça que je dis votre attitude va impacter votre enfant et la manière dont vous allez gérer ses émotions, lui, va prendre cet exemple-là. C'est-à-dire, je m'explique, si vous parvenez à gérer cette situation avec calme et sans panique, votre enfant, après, saura gérer ce genre de situation avec calme et sans panique. Donc c'est pour ça que je dis... Alors vous allez me dire, c'est facile à dire. Vous savez, si vous sentez que vous n'arrivez pas à gérer, vous ne savez pas comment gérer, faites vos affaires et laissez l'enfant dans sa crise. Vous revenez après vers lui, mais faites vos affaires. Pourquoi je le dis ? Parce que le fait aussi, parce que je pense qu'il faut qu'on ait cette conscience-là, le fait aussi, parce que vous avez aussi des parents qui vont être dans l'extrême, qui vont trop parler à l'enfant. Ne fais pas de crise, arrête, mais je t'ai déjà dit. Le fait de parler... Non, ça arrive aussi. Il y a le cas contraire aussi. Il y a le cas contraire aussi. À trop parler. Trop réagir. Oui, trop.
Vous savez, le fait de trop parler surstimule le cerveau de l'enfant et ne donne rien aussi de bon. C'est-à-dire que vaut mieux laisser l'enfant faire sa crise tant que l'enfant n'est pas en danger. C'est ça, en fait, vérifier qu'autour, il n'y ait pas de danger, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont... Et puis, allez faire autre chose. Allez faire autre chose parce que des fois aussi, votre présence peut accentuer la crise aussi de l'enfant, selon votre réaction. C'est un cercle vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux. Si l'enfant sent que quand il fait une crise, vous avez peur ou que vous ne voulez pas que l'enfant fasse des crises, ça vous fait réagir, eh bien c'est renforçateur. Donc l'enfant fera tout le temps des crises. S'il voit que ça agit sur vous, que ça vous déstabilise, voilà. S'il voit que ça vous déstabilise, ça sera un cercle vicieux. Alors que si vous reprenez le contrôle de la situation, c'est-à-dire, même si, au fond, vous ne savez pas comment réagir, ne faites rien du tout. C'est la meilleure solution. Ne faites rien, ne dites rien. Faites vos affaires. Tournez le dos et allez faire vos affaires. À partir du moment où vous êtes sûr qu'il n'est pas en danger, oui, voilà. qu'il n'y a pas de problème. Mais bien sûr. C'est ce que je dis, voilà, exactement. Vous observez qu'il n'y a pas de danger et allez faire vos affaires. Et ensuite, vous attendez. Parce que parfois, vous aurez beau... Non, mais parfois, tu iras vers l'enfant. Plus tu iras vers l'enfant, plus la crise va s'intensifier. Tu sais que ça arrive aussi. L'enfant va se débattre. Oui, l'enfant va... Tu vois ? Il va remettre une couche. Mais si ça se produit à l'extérieur, en dehors de la maison. Oui, alors. Surtout dans les magasins. Quand tu lui dis non, ça se passe dans le magasin. Voilà. Oui, à l'extérieur. Ou dans la rue. Dans la rue, tu ne peux pas faire ça. C'est sûr, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre d'aller. Tu es là, mais tu attends que la crise passe. Qu'est-ce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu veux faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? La difficulté du parent là, c'est le regard des autres. Mais c'est bien. Le problème il est là. Même à la maison, des fois, quand l'enfant va crier, il n'est pas en danger, mais les voisins vont s'inquiéter. Je comprends. Donc le regard des autres, c'est vrai que le parent arrive à. Justement, justement, c'est là que je me dis. Plus vous allez vous assumer en tant que parent, vous savez pourquoi et comment vous réagissez. Vous seul, vous le savez pourquoi vous réagissez comme ça. Peu importe de ce qui se dit ou ce qui se fait ou ce qui se dit ou ce qui se pense à l'extérieur. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura des remarques, il y aura des critiques et il y aura des gens qui parleront. Vous tapez votre enfant, on dira quelque chose. Vous ne tapez pas votre enfant, on dira quelque chose. Vous faites comme si, on dira quelque chose. Vous faites comme ça. Donc, c'est vous qui savez comment vous voulez éduquer votre enfant et qu'est-ce que vous voulez faire avec votre enfant et comment vous voulez réagir. Et j'ai pas envie de vous le taper. Non, pas du tout. Mais ce que je veux te dire, c'est que... Parce que moi, je suis... Non, je suis d'accord. Je suis contre la tape. Ça, je le dis. Ah, mais oui. Oui. Ah non, je suis d'accord. Parce que cette tape peut avoir des conséquences très graves 20 ans après, 30 ans après. Puisque, à un moment donné, mon enfant, je préfère, peut me reprocher de l'avoir... Enfin, il va me dire, tu me tapais inutilement. Il va le dire. Et c'est très, très, très embêtant. C'est pas ça. Il y en a qui disent heureusement qu'on m'a donné des coups. Je ne parle pas de ceux qui disent heureusement. Heureusement, il était bon mon coup. Je ne sais pas. Entre heureusement et ce que ton cœur dit, c'est ce que ta bouche dit qui m'intéresse. Parce que peut-être que tu sors tes affaires, mais je ne sais pas si ton cœur dit que... Le cœur ne dit pas pareil. Je ne sais pas. Parce que, regarde bien aujourd'hui, on est en train de voir comment on va vaincre la violence dans les couples. Et c'est terrible. On est en train de le dire. Parce que moi, je me dis, je ne veux pas que l'on me tape. Je n'ai pas envie qu'on me tape. Donc, même si j'ai été tapé, je vais me dire, mes parents ne savaient pas comment faire, etc. Mais aujourd'hui, nous savons comment faire. Nous savons comment faire. Parce qu'il y a
pas mal d'associations, pas mal même si je ne fais pas de politique, j'ai nommé personne, pas mal d'associations, pas mal de municipalités qui mettent en place des aides avec psychologues, psychiatres et toutes sortes de spécialistes. Alors, j'entends dire des fois autour de moi, c'est moi qui papa, c'est moi qui maman, et c'est moi qui savent qui m'en est, et c'est pas les autres. Je suis désolée. On apprend, on devient parent, on le devient. On ne naît pas parent. Donc tous, y compris moi, nous commettons des erreurs. Tu vas me répondre. Je dis ce que je ressens, moi. Tous, nous commettons des erreurs. Mais Et à un moment donné dans notre vie, nous devons nous poser des questions et nous dire, mais moi, t'es qu'à faire ça de telle manière. Regardez, tu m'as moi, est-ce qu'il est heureux, qui m'en est, il est gentil, parce qu'il est ci, il est ça. Il est gentil, personne ne sait s'il est très gentil pour de bon. Qui dit qu'il est gentil. Et je donne toujours l'exemple de l'océan Pacifique. Toujours. Regardez, si gentil. Et pourtant, il est très doux, hein? Il est très doux, puisque c'est un océan. Il est très doux, hein? Mais allez, on travaille, ou qu'on essaye doux. Donc, des fois, nous avons un enfant, nous disons, il est bien, mon Dieu. Mais personne ne pense ça. Qui ça qui a bouilli en dedans. Et personne ne pense ça. Qui manière qu'à réagir les devant un conflit ou bien un problème. Donc, nous avons dit, nous avons fait qu'on nous a demandé de l'aide, nous avons senti que nous dépasser. Et pas jamais penser que nous avons toute solution. Ça va qu'exister pièce côté. Nous tous qui commettons erreur. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des dieux. C'est ça, mon dit. Tu comptes la tapin, j'ai retenu un. Oui, ça c'est moi. Non, je me tais. Ça c'est moi. Ça c'est ma manière de voir. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est ma manière d'avoir suivi les enfants. C'est ma manière d'avoir discuté avec les parents, avec les familles. Ce que je dis, mon père est assise là, et puis moi, dans un petit tour d'ivoire, et puis moi, dit, il faut faire. Moi, tenir un livre dans la main, j'ai appris. Non, je parle de j'ai appris, mais j'ai observé, j'ai pratiqué, et je continue à apprendre, je continue à observer, parce que la société évolue, le monde change et nos enfants changent avec le monde. Et nous-mêmes, nous changeons avec le monde. Voilà. Les petits diablotins grandissent. Mais je voulais rebondir, je suis d'accord avec toi par rapport à l'histoire de frapper, parce que j'entends beaucoup autour de moi. Effectivement, j'ai reçu, heureusement, et j'étais, ben non, en fait non. Heureusement que j'ai été frappée, je suis pas morte. Mais en fait, comme tu dis si bien, Josiane, nous devons réfléchir un petit peu et faire preuve de créativité. C'est pas parce que nous avons reçu cette éducation-là de frapper à tout va et frapper. Parce que frapper en soi, c'est pas tellement pour l'enfant, hein, c'est se soulager soi en fait. C'est pas l'enfant le problème. Bien souvent on se dit oui, mais cet enfant-là il mérite, il pas qu'à arrêter en place, il toujours. Non, en fait c'est un moyen pour soi de se soulager finalement, de se soulager et de se dire je vais le frapper et c'est aussi un moyen facile puisque ça empêche de réfléchir. C'est facile de frapper. Mais ça empêche de la réflexion, c'est-à-dire c'est plus facile de frapper plutôt que de effectivement se dire à un moment donné oui j'ai été frappée mais quelle blessure ça inscrit en soi. Et comme dit Josiane, je pense que cette histoire de frapper doit à un moment donné s'arrêter en fait. Parce que c'est de génération en génération, ça continue. Et les blessures qui vont avec, parce que mine de rien, même si
peut-être que nous avons, soi-disant, grâce à ça, une bonne éducation, mais ça a été une éducation dans la soumission et dans la domination, finalement. Et dans la souffrance. Et dans la souffrance. Alors, Et comme dit Josiane, une personne un enfant qui est trop gentil, justement, parce qu'un enfant, ça reste un enfant, il y a peut-être des questions à se poser. Non, mais quand je venais là cet après-midi à la radio, sur les ondes, on parlait d'une... c'est un Européen, d'un policier qui avait, comment dire, corrigé, c'était ça, je crois que c'est l'homme qui corrigé son enfant, et l'affaire était passée en justice, donc ça a été jusqu'en cassation, et bien la Cour de cassation a dit non, il n'y a pas de cette terminologie-là n'existe dans aucune des lois, il n'y a pas de loi qui dit, bon, il faut corriger un enfant, il faut imaginer. Non, ça n'existe pas, donc la loi n'autorise pas, enfin dans aucun pays, c'est marqué qu'on a le droit de correction, de corriger un enfant. Non, c'est pas aujourd'hui surtout, c'est pas quelque chose de... Sauf dans les pays... on parle des pays, je dirais, généraux, la majorité des pays d'aujourd'hui. La majorité. Parce qu'il y a des pays... C'est pas écrit dans la loi quand même. C'est pas écrit je ne sais pas si c'est pas écrit dans la loi, mais tu es tabassé. Alors moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est l'idée que les enfants de maintenant ne sont plus ceux d'avant. Comme si, bien sûr. Platon l'a dit, Platon aussi, il y a 5000 ans, Platon l'a dit. Bien sûr, mais et c'est-à-dire que comme si on a l'impression, de ce que j'entends, que les paroles ne suffisent pas et qu'à un moment donné, l'enfant a besoin d'être frappé pour comprendre et puis pour obéir, entre guillemets. Mais au lieu on prend le problème à l'envers. Regardons maintenant qu'est-ce que nous proposons aux enfants. Et posons-nous la question pourquoi les enfants sont aussi énervés, manquent autant de concentration, arrivent moins... Il faut que nous regardions comment nous vivons et qu'est-ce que nous proposons à nos enfants à l'heure actuelle, qui font que les enfants se comportent de telle ou telle manière, sont complètement surexcités, sont dans une surstimulation, ne restent pas en place. D'ailleurs, un enfant, ça bouge. Un enfant bouge. Un enfant qui ne bouge pas, c'est pas un enfant. Un enfant qui se comporte comme un adulte, ce n'est pas un enfant. Parce que c'est ça aussi, on a tendance à demander à un enfant de se comporter comme un adulte. Un enfant qui ne reste pas longtemps assis, ça se comprend, c'est normal, ça reste un enfant. Un enfant ne peut pas se comporter, on ne peut pas demander à un enfant de se comporter comme un adulte. Ce n'est pas possible. Et comme je dis, c'est une histoire de progression. C'est en fonction de son développement et au fur et à mesure que l'enfant va apprendre, va comprendre et va se stabiliser et se canaliser. C'est au fur et à mesure. Et comme je le dis si bien, c'est aussi en fonction de notre comportement. Si je suis un adulte qui est sans cesse sur mon téléphone portable, mon enfant fera la même chose. Si je suis sans cesse un adulte qui court partout et qui n'arrive pas à rester en place, mon enfant fera la même chose. Si je suis une personne qui est complètement dispersée et qui s'occupe à gauche et à droite ou qui est toujours en train de s'occuper des affaires des autres ou toujours dans la critique des autres, mon enfant fera la même chose. Mais oui, mais c'est ça. C'est un éponge. Mon enfant fera la même chose. Si je suis toujours en train de critiquer ma voisine ou je suis toujours en train de mal parler les autres, mon enfant fera la même chose. Si je dis du mal de mon prochain, mon enfant fera la même chose. Si je suis toujours en train d'injurier à gauche et à droite, mon enfant fera la même chose. Les enfants... Aussi, hein. Tu dis que je dis que du négatif. Oui, c'est vrai, je dis que du négatif. Après, effectivement, si vous êtes une personne bienveillante, une personne souriante, une personne à l'écoute, vous êtes une personne qui est dans le respect, une personne tolérante, une personne polie, votre enfant le deviendra également. Oui. Si vous êtes une personne aussi qui est motivée, qui a un fort esprit combattant, une personne travailleuse, qui montre les valeurs du travail et les valeurs, les valeurs du travail, l'enfant vous verra comme exemple. Si vous êtes une personne créative qui a envie de faire du bien autour de soi, l'enfant vous regardera. Artiste, l'enfant va vous voilà. Si tu es artiste chez toi déjà, avant d'être artiste chez l'autre,
eh bien, ton enfant ne va pas s'ennuyer à rester en permanence derrière son smartphone Voilà, ou devant les autres lieux. Hein? Oui. Du smartphone. Tout à fait. Parce que l'enfant, il faut aussi, vous parents, trouver le moment de créer, d'inventer, de faire des choses avec... Hein? Parce que je dis toujours, la main est l'allié du cerveau. Si la main n'a pas qu'à faire rien, le cerveau n'a pas qu'à développer non plus. Hein? C'est pas rien qui dit qui a lu toute la journée, et puis même ça a lire. Hein? Il faut que j'ai lit, puisqu'il faut faire le travail, faire le cerveau, apprendre. Mais il faut que l'enseignant aussi travaille, découvert, créer, à un moment donné, nous ensemble, et puis parents, nous avons choisi ça, nous, mais, et puis maman, nous avons choisi ça, mais après, mais nous avons partagé, comme tu as dit, en créativité, comme disent, hein, en bagaille, nous avons lire ensemble, nous avons raconter histoire, nous avons rire, nous avons dessiner ensemble. Nous avons fait, comme nous avons dit dans le langage, nous avons fait commerce ensemble. Oui, parce que c'est pas le tout de proposer, parce que vous avez certaines personnes qui disent « Ah, mon enfant s'intéresse à rien, il aime rien, il est... » Non, parce que ça arrive, hein, j'ai déjà entendu ça. Hein. Mais si vous donnez une feuille, et puis des feutres, et puis vous laissez... Alors, je dis pas qu'on peut... on peut avoir des moments à soi et puis l'enfant est à côté, il se met à dessiner. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps à dessiner avec l'enfant. Mais déjà, si vous donnez le goût à l'enfant de dessiner, si par exemple vous prenez du temps avec lui, vous faites votre dessin et lui fait son dessin, vous prenez des temps comme ça avec lui, eh bien vous verrez que naturellement l'enfant, à un moment donné, il prendra sa petite feuille et il fera son petit dessin tranquille sans même que vous soyez obligé d'être à côté de lui. Surtout les petits. Oui, d'être à ses côtés. Les petits. Donc, en fait, il faut donner le goût aux enfants. Si vous donnez une feuille et puis un feutre, et puis pour être tranquille, et puis voilà, non, l'enfant... Non, il ne faut pas se débarrasser. Voilà, l'enfant ne va pas s'intéresser. Ça marchera pas. C'est à vous de montrer le goût et le plaisir. Moi, je vous dis une expérience, parce que comme dit Josiane, on en apprend toujours. Moi aussi, je continue à apprendre dans la pratique, même au niveau de l'éducation. Même moi, j'ai vécu des choses que j'ai fait en tant que maman qui n'étaient pas du tout appropriées, hein, je le reconnais, mais le tout c'est de se remettre en question et de se dire non mais Karine là, ce que tu as fait c'était pas du tout ça, mais c'est pas grave, c'est le plus important, c'est de se remettre en question et d'être capable de se dire ok, d'observer et de se dire ah non là ce que j'ai fait là, c'est pas bon, je vais faire différemment, je vais faire autrement. C'est ça le plus important, de se remettre en question. Et pour vous dire que quand je dis que j'ai expérimenté ça, parce que je continue à côtoyer les enfants, j'ai expérimenté avec un enfant il a pas tout à fait 2 ans, il a peut-être 18 mois. L'enfant, je lui ai proposé une activité peinture. J'avais la peinture, j'avais une feuille avec moi et je lui ai proposé la feuille. Et puis moi, je peignais et lui, il faisait ses affaires. Je peux vous dire que l'enfant est resté peut-être facile une demi-heure à faire de la peinture. Et je peux vous dire que quand la maman a observé son enfant, elle n'y croyait pas. Elle m'a dit, mais elle n'y croyait pas. Parce que l'enfant faisait ses petites affaires avec la peinture. À chaque fois, je lui changeais de feuille parce que sa feuille avait parfois trop de peinture. Alors, je lui donnais à chaque fois une nouvelle feuille. L'enfant est resté une demi-heure sur sa peinture. Sur sa peinture, oui, il a pris le goût à... Parce qu'il a pris son temps, voilà. Et le fait aussi d'avoir un regard aussi bienveillant à ses côtés, parce que moi je dis waouh, et je disais à sa maman, mais regarde son œuvre, regarde ce qu'il fait, regarde. Ouais, à la maison, là, il ne faut pas déborder, il ne faut pas voilà. il ne faut pas salir, mais c'est très bien ce que tu dis. Non, en fait, quand tu proposes une activité comme ça à l'enfant, ne donne pas de directive. Voilà, c'est ça.
Laisse l'enfant, tu protèges bien sûr. Mais je vous assure, hein, parce que des fois, on a tellement peur que l'enfant salisse partout. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de... L'enfant était tellement dans son élément qu'il n'y a même pas eu de débordement. Alors que c'est un enfant de 18 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est possible. C'est possible. Mais c'est aussi la posture qu'on a là. Moi, quand je fais un atelier, je suis tellement à l'aise avec les enfants. Et les enfants ressentent aussi, je pense. Parce que si vous avez trop d'appréhension, je ne veux pas qu'ils salissent, ils vont en mettre partout. Vous êtes déjà en train d'anticiper. Voilà, il va en mettre partout. Je le connais, je sais comment il est. Je sais... Tu connais personne. Oui. Tu connais toi-même. Tu ne te connais même pas suffisamment. Alors, on dit toujours ça. Je connais mon enfant. Oui. C'est moi qui lui ai donné la vie. Ou pas connaître qu'est-ce maman. Ou connaître corps. Même pas. Et en fait, non, tu connais ton enfant comme ça t'arrange de le connaître. En fait, c'est ça. Tu connais ton enfant comme ça t'arrange de le connaître. Mais comme tu dis, on ne connaît pas. Dans le système éducatif, lorsque les élèves, par exemple, des fois, passent en conseil de discipline, on a cette problématique-là. Le parent qui dit, mon enfant n'allait jamais faire ça, mon enfant, je connais bien mon enfant n'allait jamais. Je dis, madame, monsieur, le comportement. Il faut toujours vérifier ce qu'on dit. Ben, c'est ça. Ah oui, il y a une chose que je vais ajouter à ce que tu dis là. Quand l'enfant fait et crée quelque chose. Oui. Parce que je dis ce que j'ai vécu, moi, dans la salle de classe. Oui. Quand certains parents arrivent, foutre ça à l'aide, hein. Maman, ça pas bon, hein. Attention, parents. Vous n'avez pas des autistes chez vous. Parce que pour avoir un autiste qui ne commet aucun problème, je ne sais pas moi, aucune saleté, si vous voulez appeler ça comme ça, entre guillemets. Hein? Aucune erreur, si vous voulez appeler ça. Nous, en français, ils font cours et ça fait au moins 15 ans d'études. Hein? Parce que les manques attendent les jeunes qui autistes, qui ça. Il y a un petit bon temps, hein? Puis ils sont arrivés là, ils sont là. Alors, nous pas demander, c'est à nous qui ont 2 ans d'âge là, des autistes qui ne peuvent pas quitter la peinture coulée, qui ne peuvent pas dépasser ceci. Non. Ou bien, je leur dis, sans critique, hein, c'est pour vous, parents, sans critique. Ne prenez pas ça pour une critique. Et puis, pas comparer les œuvres des enfants. Les œuvres. Voilà. Attends, je finis et puis tu vas dire. Sans critique. Surtout, ne me faites pas, je ne suis pas là pour vous donner des ordres, je suis là pour vous informer, pour vous aider, c'est tout. Il y a aussi l'affaire comme je disais, ça pas bien machin, il y a ça, mais il y a aussi le parent. Quand je lui dis, par exemple, il va faire de la peinture, il y a la partie libre, oui, où on fait attention et puis on laisse l'enfant faire ses trucs à faire. Par exemple, on va lui dire, tu ne vas pas par là, tu ne vas pas par là. Bon, ça, c'est normal. Bon, mais tu as des parents qui sont là, y compris moi. Ah non, il ne faut pas dépasser là. Ah non, tu as fait ça mal. Comment tu as fait ton petit bonhomme là? Ah non, il ne fallait pas faire. Ah, ça, c'est pas un petit bonhomme. Attention, l'enfant, vous le bloquez. Vous l'empêchez de se construire. Vous l'empêchez de vivre. Laissez l'enfant, je parle du petit de 2 ans, 3 ans, 4 ans, laissez-le vivre. Laissez-le se former. Laissez-le se construire. Laissez-le être un homme, un être. Laissez-le tranquille. Tu veux dire qu'il faut le laisser être emmerdant, on dit ça. C'est emmerder les gens. Eh bien, justement, il emmerde des feuilles papier. Qui emmerde des feuilles papier. Et les qui emmerdent des feuilles papier, il pas qu'il emmerde. Oui, c'est ça, c'est respecter la libre expression de l'enfant. Voilà. Et vous savez, d'autant plus que, de toute façon, quoi qu'il arrive, la beauté, c'est relatif.
puisque la beauté, c'est relatif. Moi, ce que je vais trouver beau, tu ne le trouveras pas forcément beau. Donc, c'est complètement relatif. Et même les artistes, même les grands artistes, quand il y a des peintures qui vont plus nous toucher ou qui vont plus nous plaire que d'autres. Donc, c'est complètement relatif. Moi, je pense que ce qui permet à l'enfant de se construire et qui fait qu'il ne dépendra pas aussi du regard de l'autre, c'est quand un enfant vient vous voir pour lui demander « Maman, regarde mon dessin, comment il est ?» Posez-lui la question, lui, comment il le trouve. Comment il trouve son dessin. Toi, comment tu trouves ton dessin? Comment tu le trouves, ton dessin? Eh bien, suivant ce qu'il te dit, eh bien, ok, eh bien, si c'est ça, c'est ça. Si tu le trouves, c'est ça le plus important. C'est lui, qu'est-ce qu'il pense de son dessin. Et puis, avoir effectivement un regard bienveillant par rapport... Parce que les enfants sont touchés par le regard que l'on porte sur ce qu'ils font. Ils sont très en attente de la manière dont on va réagir face à ce qu'ils font. Et c'est important. Et je pense que ça, on l'oublie aussi beaucoup, d'encourager l'enfant. On oublie de les encourager ou de les féliciter face à certaines choses qui le font bien. On a souvent tendance, on va pas dire toujours, on a souvent tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas et on oublie de les féliciter ou de les encourager. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on demande à un enfant de ranger, par exemple, ou de... alors, parce qu'on estime que c'est normal de ranger, puisque c'est l'enfant qui a dérangé, donc on estime que c'est normal que l'enfant range, mais le fait quand même de l'encourager, ça le stimule et montre aussi la fierté qu'on a du fait que l'enfant se met à ranger. Ça paraît anodin, mais je vous donne encore quelque chose que je vis, que j'ai vécu. Le fait de demander à un enfant de ranger et le fait de lui dire de manière agréable l'encourage. C'est-à-dire, un enfant, par exemple, qui a joué à un jeu, et puis après, qui est complètement dérangé, et puis qui passe à autre chose. Eh bien, vous lui dites, viens, regarde, tu as tout défait, il faut ranger, tu l'as récupéré, c'était rangé. Et puis, l'enfant va commencer à ranger. Et bien, quand il commence à ranger, continuez à l'encourager au rangement, à finir ce qu'il est en train de faire. Parce que ça va le rendre... Oui, l'accompagner, ça va le rendre fier, ça va le stimuler, le fait de dire « Ah !» je vois que tu es... des indications dans le rangement. Oui, bien sûr. Oui, aussi. Oui, des repères. Parce que des fois, on demande à l'enfant de ranger, mais il n'y a aucun repère. C'est le foutoir. Enfin, c'est voilà, bien classé, voilà. Avec des bacs bien prédéfinis, chaque chose à sa place, où effectivement, il faut aussi que ça soit clair. Mais le fait de l'encourager... il voit que dans notre regard, le fait, mais tu es un grand en fait, je m'aperçois. Vous savez, quand vous dites ça à un enfant, les enfants sont fiers, mais je vois que tu ranges de mieux en mieux. Avant, tu faisais... Par exemple, si vous dites ça à l'enfant, je vois que tu ranges de mieux en mieux. Avant, tu ne rangeais pas comme ça aussi bien. Maintenant, tu as grandi, je vois que là, tu arrives à ranger. Vous voyez, le fait de dire ça tout simplement à l'enfant, je vous assure que ça l'encourage et ça le stimule. Et comme il voit la fierté dans votre regard, il se met à ranger. Mais si vous êtes là, et puis comme tu dis, il n'y a pas déjà aussi de repères. Parce que s'il n'y a aucun repère, l'enfant, il faut aussi apprendre à l'enfant à ranger. Donc, au départ, c'est vous qui vous rangez avec lui, vous lui montrez, vous le guidez. Au départ, vous faites avec lui, parce que des fois, vous dites, mais c'est sa chambre, c'est à lui. Mais non, mais au départ, c'est à vous de faire avec lui. Vous êtes obligé de faire avec lui, parce que l'enfant, il ne sait pas vraiment comment. Donc, ça l'encourage, vous faites avec lui, et puis au fur et à mesure, l'enfant va prendre l'habitude et va faire de lui-même, il va faire tout seul. Mais au départ, il faut l'accompagner, il faut le guider. Et comme tu dis si bien, Jean-Claude, il faut aussi lui donner des repères visuels. C'est-à-dire, dans cette caisse-là, on met tel jouet, dans cette caisse-là, on met tel jouet. Vous mettez des petites images. On sait que dans cette caisse, il y a les Legos, par exemple. Là, c'est les Legos. L'enfant, il va repérer tout de suite et il saura comment s'y retrouver pour pouvoir ranger. Et il y a une chose importante que tu as dit très vite, là. Savoir de temps en temps dire à l'enfant, je suis fier de toi. Oui. Savoir dire à un enfant, je t'aime. On a du mal à faire ça, parce que chez nous, nos parents, certains,
parce que je n'étais pas dans le foyer de tout le monde. Donc, certains avaient du mal à dire à son enfant, je t'aime. Maman. Oui, mettez ça dans le langage de nos parents. Maman. Ah, mon content, mon fier. Tu arrives, tu rentres, tu arrives. Tu trouves que ta maison est justement, c'est bien rangé, où il a fait. Ah, bravo, c'est bien. Je te félicite. Pour que l'enfant se sente. Ça lui fait pousser des ailes. L'enfant se sent bien, se sent reconnu, se sent important. Se sent important aussi. Au lieu de mettre tout ça, c'est joli au fait. Depuis jour avec cadeau. Il fait quoi reprocher il fait bien, on va reprocher qu'il fait bien. Oui, parce que le temps de l'adulte n'est pas du tout le temps de... Oui, ça n'a rien. C'est pas le temps de l'enfant. Exactement. Mais c'est vrai qu'on va revenir aussi sur la violence la violence qui se passe dans les couples. Ça aussi, c'est très important d'être vigilant à la manière dont le couple fonctionne sous les yeux de l'enfant. Parce que la manière dont vous gérez vos conflits en couple, l'enfant prend cet exemple-là aussi. Hein, l'enfant prend cet exemple-là. Alors, si vous êtes une personne qui va violenter votre partenaire, eh ben, l'enfant pense que c'est comme ça qu'on règle les conflits et c'est en frappant l'autre que nous réglons les conflits. Donc, il faut vraiment avoir cette vigilance-là parce qu'on s'étonne après de voir son enfant en train de crier après son frère ou sa sœur, en train de frapper son frère ou sa sœur, mais c'est parce que c'est ce qu'il voit au quotidien. Donc vraiment, cette violence-là, il faut vraiment trouver un autre moyen pour régler les conflits. Hein. Donc la manière dont vous allez régler vos conflits en couple, vos enfants vous voient. Vos enfants vous voient. Il y a un petit peu de dire, je ne pas qu'à faire sans on. C'est la manière où il est, la manière où il est, donc il faut être très vigilant. Donc on va commencer à aborder notre conclusion. Parce que on a. Même si c'est pas le qu'on parle que les paroles sont belles. Il faut arrêter. Il faut que nous arrivions à un petit moment de conclusion. Donc on arrive à la conclusion. Donc voilà. Donc on a insisté surtout pour les jeunes là, les petits. Les petits de 2 ans, comment ils sont, on va peut-être aborder chaque fois. Nous important un tranche d'âge différent. Surtout les ados, là. Oui, nous allons parler des ados, des pré-ados, des post-ados, des post-ados, des adultes. Des adultes, nous allons parler de tout le monde. En tout cas, on va commencer par Karine. Une petite minute de conclusion. Merci en tout cas pour votre écoute. Ce fut, comme d'habitude, un moment très agréable. Et ce que je dis, le plus important en famille, c'est le respect mutuel les uns envers les autres. Et c'est ça qui est le plus important et l'amour qu'on se donne les uns aux autres, la reconnaissance et l'attention qu'on se porte les uns aux autres. Donc ce que je dis, c'est aussi bien valable dans les relations de couple et dans les relations aussi avec ses enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal. Alors moi, ce que j'ai à dire... Chaque fois que je ne parler, c'est qu'elle lance un problème philosophique. Ce que j'ai à dire, tu ne sais pas ce que je veux dire. Tu fais parler mon cœur. Oh, papa. Ce que j'ai à dire, parents, nous tous qui sommes la terre, chercher la paix intérieure. Depuis nous que trouver la paix intérieure, nous allons s'expliquer aux autres qui m'ont pour faire la paix intérieure. Toutes les affaires nous qui marchent, naïf. Waouh! Voilà, donc, mais voilà, donc. Il était belle, Josiane. Il était belle. Alors, vous avez une petite proposition d'évolution, le mot amour, comment on dit, moi aimé ou ça? Moi aimé. Oui, mais nous allons lancer ce slogan là, moi aimé. Moi aimé, ça on va faire. Moi aimé. Et puis, piou, nous pas qu'à bout de ce moment nous assez. Ah bon? Nous toujours là qu'à sucrer, tiens, beau.
Très bien. Voilà. Sans abus, hein, avec le respect. Ah, Ça reste... l'année des ans, sans abus, plus au boy, plus content. Là, il est peut-être plus grand, oui. mais nous ne sommes pas de dire, je dis, nous ne sommes pas de dire petit. Bien sûr, bien sûr. Tiens, boy, un caresser, c'est ça qu'il a besoin. Oui, Eh les ben, câlins, la tendresse, La tendresse. le contact phisique. Oui, ça bien, Donc, ça. Il en met ça. Oui. Coller bon nous. Oui, tout à fait. Donc on a bien entamé l'année, j'espère, hein, nous avons fait ça nous paie, donc nous parlons de l'année en lui-même, là, nous avons parlé de l'année zéro des petits, donc nous avons essayé pendant l'année à développer thématique là, l'évolution de l'enfant. En tout cas, un bel merci. Et puis, chaque fois, nous, je prends la parole, mais chaque fois, je dis, Karine aussi, je retrouver des problématiques philosophiques, là, est-ce que la main au pied cerveau. Alors, c'est pour ça qu'on demande, est-ce que c'est l'action qui entraîne la pensée ou la pensée qui entraîne l'action? Mettez con. Alors, voilà, donc c'était ça. Donc, maman est là, un bel bonjour, un bel bonsoir, et puis À la prochaine. à la prochaine, à très bientôt. Et puis bonsoir, Hollande. Bonsoir, Roland, et puis merci à Jean-Michel. Oui, à Jean-Michel. Eh bien, Le ne pas oublier réalisateur. Jean-Michel. Voilà.